Rebonjour, bonjour à tous, merci d'avoir patienté. Donc vous voyez que c'est complet. Et donc le fait que vous soyez si nombreux, ça témoigne juste que vous sachiez, vous connaissez l'aura de ce film, vous savez un peu tout ce qui se passe autour de ce premier film de Romain Gary, Les oiseaux vont mourir au Pérou, qui date de 67. Et donc c'est un film extrêmement rare. On va vous raconter un peu l'histoire de ce film d'un point de vue technique, puisqu'on a retrouvé une copie aux États-Unis. Je vais laisser Jean-François Angouette parler de ça. Je rappelle juste que c'est le premier film qui a été classé X aux États-Unis, donc il y a toute une histoire, c'est pour ça qu'il a été invisible si longtemps, et qu'on a la chance ce soir de pouvoir le montrer en 35 mm à la Cinémathèque. Je précise que c'est une copie américaine, donc elle sera sous-titrée en anglais évidemment. Et le petit rappel évidemment du casting du film: Jean Seberg, la femme de Romain Gary bien sûr, Maurice Ronet, Daniel Darieux, Pierre Brasseur, et également Jean-Pierre Calfon, qui est présent avec nous ce soir. Bonsoir. Mais on a également la chance d'avoir un deuxième acteur du film, Miguel Boades, qui nous fait l'honneur d'être là. Et également, pour les surprises, Michel Vigne, qui a été le conseiller technique de Romain Gary sur le film. Et enfin, comme je vous disais, Jean-François Angouette, sans qui cette projection n'aurait pas lieu. Je peux l'applaudir chaleureusement. Non, je préférerais que Je veux qu'on commence. Michel et Jean-François en parlent d'abord. Alors Jean-François, peut-être d'abord, on va raconter un peu l'histoire de cette copie. Merci. Donc oui, en quelques mots, mais déjà l'histoire, Nicolas, vous l'avez racontée. C'est une copie nord-américaine, 1968, elle a 52 ans, enfin 51 ans. Le film est sorti en... C'est une jeunesse. Le film est sorti en novembre 1968 aux États-Unis. Donc effectivement, une copie nord-américaine, sous-titrée, mais avec les sous-titres en français. Enfin, ce qu'il y a, c'est que la version est une version en fait française, directement, et sous-titrée en anglais pour la sortie aux États-Unis. Et les sous-titres sont de Romain Gary lui-même. Alors voilà, donc on a deux Romain Gary pour le prix d'un, le Romain Gary francophone et le Romain Gary anglophone, puisqu'il a une œuvre foisonnante en français et en anglais. Et comment est-ce que je l'ai retrouvé? Je l'ai retrouvé sur un circuit de collectionneurs aux États-Unis il y a 3 ans. Je l'ai fait nettoyer par une société spécialisée ici qui s'appelle, à Paris, qui s'appelle Cité de Mémoire, et puis je l'ai fait numériser. Mais effectivement, c'est la copie originale qu'on va voir, c'est pas la version numérisée et puis restaurée numériquement qu'on va voir. On va voir les bobines véritables, comme il convient dans une cinémathèque, autant que faire se peut. Alors pourquoi j'ai retrouvé ces films? C'est parce que je m'intéresse à l'œuvre de Romain Gary depuis très longtemps. Elle est profuse, il y a beaucoup de choses qui sont négligées, des écrits français, des écrits américains, notamment des articles dans la presse, etc. Donc en fait, moi, ma passion, il y en a c'est la géologie, il y en a c'est l'astronomie, il y en a c'est l'ornithologie. Moi, c'est les œuvres de Romain Gary que j'essaie d'observer en amateur scientifique et que j'essaie d'étudier, de me rapprocher d'elle. Et pour se rapprocher d'elle, il faut la retrouver en entier. Donc j'essaie d'enquêter un peu sur toute son œuvre, l'écrit, l'audio et le visuel avec le cinéma. Donc j'ai eu la chance de retrouver ce film il y a 3 ans, alors que ça faisait presque 30 ans que je le cherchais. Et voilà. que vous n'étiez pas le seul à le chercher. Je connais des gens qui l'ont cherché, qui ne l'ont jamais trouvé, oui. Et donc, le plaisir supplémentaire, c'est comme avec les articles que j'ai pu retrouver, qui ont pu être édités en folio, chez Gallimard, ou chez les éditions de l'Erne de Romain Gary. Donc de pouvoir partager un peu les trouvailles, et bien c'est que le film, effectivement, aujourd'hui, peut être diffusé, montré, projeté à la Cinémathèque, grâce à Jean-Pierre Calfon, à qui j'avais envoyé le DVD il y a quelques mois. Et qui n'a pas voulu le regarder parce que je voulais le voir sur un écran. Parce qu'un cinéma, pour moi, c'est sur un écran, c'est pas en DVD, sur un timbre-poste, je sais pas quoi. Bravo!
Et ce film, ça a aussi été l'occasion de faire des rencontres passionnantes avec des témoins privilégiés du film, puisqu'ils y ont participé. Donc on a effectivement parmi nous ce soir Michel Vigne, qui fut le directeur technique de Romain Gary. Je vais lui passer la parole. Miguel Guedes, qui a joué dans le film. Et aussi une rencontre avec le compositeur du film, un compositeur américain qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Il vit en Californie. Il s'appelle Kenton Coe. Il n'y a pas d'excuse. Non, il n'y a pas d'excuse. Et en plus, à l'heure qu'il est, là, donc il est vraiment particulièrement inquiet de la réception que pourra avoir le film de Romain Gary, qui sera projeté aujourd'hui, 50 ans après sa projection originale, sa sortie en salle, parce que c'est une œuvre à laquelle il est lui-même beaucoup attaché. Et aussi, bien sûr, la réception que pourra avoir sa musique, puisqu'il a donné beaucoup de lui-même dans cette musique. Voilà les quelques mots que je pouvais dire ce soir. Alors du coup, peut-être Michel, Oui. dire un mot de votre collaboration avec Romain Gary. Oui, d'abord, je suis très honoré de participer à cette projection, très honoré pour Jean-Pierre, très honoré pour la mémoire de Romain aussi. J'étais à l'époque un assistant très demandé, il faut bien le dire. J'avais travaillé avec les plus grands metteurs en scène et j'avais ma carte de metteur en scène. Et Romain, lui, parce qu'à l'époque il fallait une carte de metteur en scène pour faire un film, Romain ne l'avait pas. Hein. Donc, il avait besoin, il était obligé d'avoir un conseiller technique. Il était obligé par la loi, si on peut dire, puis obligé quand même parce que, bien sûr, il connaissait le cinéma, mais il avait quand même besoin de quelqu'un pour l'appuyer, pour pouvoir traduire les idées et les images qu'il avait dans la tête, techniquement, sur un écran. Donc, ça a été assez loin dans ma vie, parce que j'ai préparé le film avec Romain pendant près de 6 mois. Ensuite, on a tourné. C'était un tournage qui ressemblait un petit peu au tournage raconté par Truffaut dans La Nuit américaine, parce que, à part quelques scènes dans Paris, toutes s'est tournées dans le sud de l'Espagne, entre Huelva et la frontière portugaise. Et c'était, alors actuellement c'est bétonné, que c'est pas croyable, mais à l'époque c'était, on avait trouvé la seule plage en Europe qu'on avait trouvée qui était complètement vierge et qui nous permettait de construire nos propres décors. C'est un tournage dont je garde un excellent souvenir, et souvenirs qui ont un demi-siècle, donc qui commencent à s'estomper. Mais en particulier, le souvenir que j'en ai, c'est que c'est un tournage qu'on a fait à l'aveugle. D'habitude, lorsqu'on fait un film, on voit les roches le lendemain matin. Mais là, il n'était pas question qu'on les voit le lendemain matin, ni qu'on les voit du tout, parce que le film, une fois que c'était fini, ça partait à Séville, ça partait ensuite au laboratoire à Paris, et il n'y avait pas de salle de projection à Huelva. Donc on a fait ce film à l'aveugle, ce qui est rare. Et ce qui nous a valu d'ailleurs une mauvaise surprise. Pour une scène dans laquelle tu jouais, je ne sais pas si je me souviens, on a reçu tout d'un coup du laboratoire un message comme quoi certains plans étaient panés, étaient accidentés. Alors ouais, Romain m'a demandé de sauter dans l'avion pour aller voir ces roches moi-même et pouvoir juger moi-même ce que j'ai fait. Et au retour, j'ai fait une des grandes gaffes de ma vie, parce que quand je suis rentré, et c'est vrai, le Brasseur était exceptionnel. Quand je suis rentré, je suis descendu de l'avion, Romain était venu jusqu'à Séville, et quand je suis descendu de l'avion, j'ai dit tout de suite, Romain me dit alors, parce que j'étais le premier à avoir vu les images du film. Romain, je dis, écoute, Pierre Brasseur est extraordinaire. Et là-dessus, je vois Romain pâlir et me dire, Regine. Et j'aurais vraiment dû parler de Gilles en premier. Voilà l'anecdote. Sinon, c'est un tournage qui s'est bien passé. Et la preuve en est, c'est que Romain m'a demandé pour son deuxième film, mais la chance voulait que je devienne moi-même metteur en scène avec Mademoiselle d'Avignon, et à ce moment-là, j'ai dû abandonner le rôle à quelqu'un d'autre. Voilà, merci bien. La parole au comédien maintenant. Je sais pas qui. Miguel peut-être. Oui, là, je pourrais décliner des souvenirs un petit peu sur le thème de Georges Perec, je me souviens. Alors je me souviens que, comme l'a dit Michel, on était dans un hôtel qui était complètement isolé, et Jean-Pierre partait de l'hôtel déjà vêtu dans sa livrée,
vous allez voir, je ne vais pas dévoiler le film, enfin, plus ou moins vous connaissez. En tous les cas, il s'habillait à l'hôtel et pendant toute la journée, il avait donc sa relation avec Pierre Brasseur. Et le soir, quand il rentrait, il continuait un petit peu, il y avait une espèce de mimétisme. Jean-Pierre avait vraiment pris le rôle qu'il a dans le film. Ensuite, il y avait aussi son amour pour la musique, donc il était toujours avec ses baguettes batteur, voilà, et la guitare. Alors ce qui animait un petit peu, parce qu'on était dans cet hôtel qui était perdu entre rien et nulle part, et quelquefois il pleuvait, donc on était obligé de rester dans l'hôtel. Et la seule possibilité, c'était d'aller à Huelva, qui est une toute petite ville. On se retrouvait donc dans des bistrots. Enfin voilà, le tournage était un petit peu comme dans une île, dans un lieu clos. Et il fallait que chacun trouve une petite distraction. Alors Pierre Brasseur, évidemment, était assez accoutumé, donc il a assez animé le tournage. Voilà. Et, Romain était quand même très réservé. Mais bon, c'est comme l'a dit Michel, il y a un demi-siècle, donc tout ça, ça s'estompe un petit peu. Voilà. On a aussi tourné dans les studios du Quai du Point du Jour, qui n'existe plus, maintenant, qui était un studio magnifique. C'était pas à Joinville. Ah bon, à Joinville j'en sais plus. Enfin, bref, c'est des studios qui n'existent plus de toute façon. Voilà, ni l'un ni l'autre. C'était magnifique avec une tournée avec Daniel Darieux dans ces studios et Pierre Brasseur. Voilà. Moi j'étais, vous verrez, le chauffeur de Pierre Brasseur et son homme de main. Et il m'a fait faire un costume vraiment absolument extraordinaire. Je ne vous en dis pas plus. Je crois qu'il faut regarder le film. Maintenant, on a beaucoup parlé. Mais toi, tu peux dire des choses peut-être. Moi, j'aimerais quand même que tu nous racontes ta relation avec Pierre Brasseur sur le tournage, je crois. Quand on parle dans tes mémoires, ça mérite de raconter. Non, c'est pas ça. Non. Il venait m'entendre, j'apprenais à jouer de la guitare. Une guitare qui n'avait pas c'était avec une de Michaels, une Rickenbacker. Et alors je lui dis, Pierre, j'apprends à jouer, je joue comme une savate, c'est pas la peine. Si, mais moi je m'emmerde, et c'est d'accord. Puis alors je me roulais des pétards. Il me dit, qu'est-ce que tu fais Il me disait, qu'est-ce que tu fais Je fais un pétard. Tu peux pas goûter ça un peu alors, je lui ai passé des pétards, et il me disait, ça me fait rien ton truc, puis boum, il tombait sur le lit, s'endormait. Et j'étais obligé de le porter après, de le réveiller, de le porter dans sa chambre, voilà. Mais c'est pas... Ça, c'est pas avec n'importe qui, vous comprenez, c'est avec M. Pierre Brasseur, c'est-à-dire un immense, quoi, une icône. Voilà. Et dernière information, on a une ultime séance avec Jean-Pierre Capron tout à l'heure, à 20h45, Panthéon Discount et Paul. J'espère que vous serez aussi nombreux. Un court-métrage de 15 minutes magnifique, qui a eu des prix dans toute la France et à l'étranger, aussi beaucoup de prix à l'étranger. Et après, le film de Djurkan Medveski, qui était le mari de Bernadette Lafont. Djurkan Medveski. Hein Djurkan Medveski. Djurkan Medveski. Un film avec Bernadette Lafont, Jean-Pierre Léaud et moi, et puis toute une série d'acteurs qui ne sont pas connus, quand même, pour continuer, je crois. Donc, bon film et à tout à l'heure, j'espère.